Salut à tous, c'est Cloud, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'équipe de France et sa phase de groupe pour l'Euro 2021. Comment la France va-t-elle donc se sortir de ce groupe de la mort? Comment peut-elle sortir à la première place de ce groupe et s'assurer des phases finales les plus accessibles possibles? La réponse dans cette vidéo, c'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier infiniment pour tout votre soutien ces derniers mois sur ma chaîne YouTube. On arrive très vite avec beaucoup de contenu pour l'Euro 2021, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aiderait énormément. Pour cette vidéo, on va premièrement regarder très rapidement la situation actuelle des 4 sélections. On va ensuite regarder les faiblesses de nos adversaires et voir enfin comment la France peut les exploiter pour sortir à la première place de ce groupe. Pour l'équipe de France tout d'abord, on sait que la France est un grand favori de cet Euro 2021. Selon les bookmakers, c'est le favori avec l'Angleterre. Ça en dit long sur la pression qui est sur les épaules des Français et ça va être intéressant de voir comment ils peuvent gérer ça. On a évidemment le retour de Benzema qui apporte encore plus de potentiel offensif tout en gardant un bon milieu et une ligne de 4 défensive très solide. La première place reste donc complètement envisageable pour l'équipe de France. La France reste aussi sur 2 bons matchs de préparation, tous les deux gagnés 3-0, même si les adversaires n'étaient pas incroyables. Ça permet quand même à l'équipe de France d'aborder cet Euro avec un peu plus de sérénité. Du côté allemand, cet effectif en reconstruction depuis plusieurs années semble enfin avoir trouvé un peu plus d'équilibre tout en gardant énormément de talent dans son effectif. Ça leur permet bien sûr d'être aussi des favoris pour cet Euro 2021. On a notamment vu cette victoire 7-1 récemment face à la Lettonie qui montre bien sûr la puissance que l'équipe d'Allemagne peut avoir, même s'ils ont fait aussi un match nul 1-1 juste avant. Donc ils peuvent aussi aborder l'Euro avec assez de confiance, même s'il y a quand même quelques réserves. La Hongrie, quant à elle, qui sera le deuxième adversaire de l'équipe de France et la plus faible de ces 4 nations. On sait bien qu'ils sont les plus attendus pour arriver à la 4e place de ce groupe. La Hongrie sort de 2 matchs de préparation plutôt corrects, victoire 1-0 contre Chypre et nul 1-1 contre Israël, mais elle sera malheureusement privée de son meilleur joueur, Szoboszlai. Enfin, le Portugal est lui aussi un des prétendants et un des favoris pour remporter cet Euro puisqu'ils ont un des meilleurs effectifs, si ce n'est le meilleur effectif qu'ils ont eu depuis les 15 dernières années. De nombreux joueurs sont arrivés à maturité, ils ont des jeunes qui ont toujours beaucoup de potentiel, Ronaldo qui est toujours là, c'est très prometteur mais il va falloir organiser le tout et c'est pas encore le cas. Pour leur match de préparation, 0-0 contre l'Espagne et une victoire rassurante 4-0 contre Israël leur permettent d'aborder l'Euro avec pas mal de confiance, mais encore beaucoup de choses restent à prouver pour le Portugal. Maintenant qu'on a vu l'état de forme et la situation actuelle de ces 4 sélections, on va donc regarder les faiblesses de nos adversaires. Du côté allemand, on sait qu'ils ont un repli défensif qui est parfois difficile, ils se projettent beaucoup vers l'avant, notamment dans l'axe, et en phase de contre-attaque, ils peuvent être facilement mis en danger ou même pris de vitesse sur les côtés par exemple. Dans le cas où l'Allemagne joue avec une formation en 3-4-3, ce qui est complètement possible parce qu'on les a vus utiliser cette formation récemment, ils pourraient laisser pas mal d'espace sur les côtés, de l'espace qui pourrait être exploité bien sûr en contre-attaque par exemple, ou même en attaque placée. D'un point de vue offensif maintenant, je pense que l'Allemagne peut peut-être souffrir d'un manque de réalisme, notamment face à des défenses resserrées. On sait qu'ils n'ont pas de grands buteurs ou de grands numéro 9 comme peuvent l'avoir d'autres sélections, et en plus de ça, leurs ailiers ou leurs joueurs offensifs ne sont pas toujours de grands finisseurs, comme Gnabry ou Havertz ou Werner, qui sont tous très bons, qui peuvent marquer, mais qui ont parfois du mal à la finition, ou en tout cas qui n'ont pas une finition numéro 9, et ça pourrait porter préjudice à l'Allemagne. Pour la Hongrie maintenant, on sait qu'ils n'ont pas un gros potentiel offensif, et ça va être encore plus accentué avec l'absence de leur joueur phare Szoboszlai, et même s'il revient et peut jouer le match contre la France, il sera sûrement pas dans une très grosse forme physique. Ensuite, la Hongrie, elle a une formation axiale puisqu'elle joue principalement avec un dispositif en 3-4-1-2, ce qui veut dire qu'il y a un 10 et 2 attaquants centraux, et à part cette ligne de 4, il n'y a pas vraiment de joueurs de côté. Ça veut dire que ça laisse pas mal d'espace à la construction sur les côtés, et si on passe cette ligne de 4, on peut facilement apporter du danger depuis les côtés. Et enfin, le gardien hongrois n'est pas non plus en pleine confiance, il a fait une grosse boulette lors du match décisif de la Hongrie pour leur qualification à l'Euro, et ça peut aussi être quelque chose d'intéressant pour la France. Enfin, pour le Portugal, le premier manquement, c'est qu'il n'y a pas de 11 types vraiment définis et clairs. Ça veut dire que les joueurs ne connaissent pas tous leur rôle ou leur importance exacte dans l'équipe. Et en plus de ça, ils n'ont pas beaucoup d'automatisme puisqu'ils n'ont pas pu tous jouer ensemble avec un 11 qui revenait à chaque match. Donc ça peut aussi
être préjudiciable pour le Portugal. Le Portugal a aussi un réel équilibre à trouver. S'il joue en 4-3-3 avec une pointe basse au milieu, donc avec un 6, ça pourrait être trop défensif puisqu'on aurait uniquement 3 joueurs à vocation offensive qui pourraient ne pas apporter assez. Et si on opte pour une formation en 4-2-3-1, on pourrait avoir 4 joueurs offensifs, par exemple Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ronaldo et André Silva. Mais il y aurait du coup un manque d'équilibre et une équipe qui serait scindée en deux. Ça peut donc, dans les deux cas, être quelque chose qui pourrait avantager l'équipe de France si elle exploite bien ce manquement et cette difficulté du Portugal. Alors maintenant, comment l'équipe de France peut exploiter ces faiblesses chez nos adversaires? Quelles stratégies, quelles tactiques doivent être utilisées pour que l'équipe de France prenne l'avantage? C'est notre dernière partie. Premièrement, au niveau de la composition, je pense que Deschamps ne doit absolument pas changer son 4-3-3. On a vu cette équipe jouer efficacement avec ce dispositif et à part la petite permutation de Griezmann qui passe en 10 pour avoir Mbappé et Benzema devant, donc avoir un 4-3-1-2, c'est le seul changement qu'il peut y avoir selon moi et ça permettrait de garder beaucoup plus de sérénité et de juste travailler sur les petits détails tactiques plutôt que sur le dispositif en entier. Le premier point important pour l'équipe de France, c'est l'animation de ses côtés. On a vu chez nos adversaires l'importance que les côtés pouvaient avoir si on les exploitait bien et ça va donc être très intéressant de voir si la France peut répéter ce qu'ils ont réussi à faire pendant les matchs de préparation, c'est-à-dire avoir une bonne construction sur les côtés, beaucoup de joueurs qui se regroupent à gauche, à droite avec Griezmann qui bouge énormément pour créer du jeu et créer du danger, pouvoir apporter des centres, des passes en retrait ou même juste créer du jeu tout simplement depuis les côtés. Ensuite, on a aussi vu lors des matchs de prépa beaucoup de combinaisons offensives dans des petits espaces du côté de l'équipe de France. On a vu les joueurs français être très à l'aise à l'entrée de la surface, avoir parfois 3, 4, 5 joueurs qui étaient tous bien placés, prêts à combiner et c'est très intéressant. Ça va être utile lors des phases de possession, lors des attaques placées, contre des défenses resserrées comme la Hongrie, comme le Portugal aussi pourrait nous présenter et il va falloir pouvoir exploiter cette force et cette qualité qu'a l'équipe de France. Ensuite, petit point assez bateau, mais très important aussi, les frappes de loin. On sait qu'on a des joueurs comme Tolisso, comme Pogba, comme Griezmann qui marquent depuis l'extérieur de la surface. Et quand on a des gardiens pas toujours en confiance, quand on sait qu'une boulette peut toujours arriver, tenter de loin, ça peut le faire, notamment si on n'a pas beaucoup de solutions. Ça peut être très intéressant de tenter ça pour les joueurs français, notamment face à la Hongrie, comme on a vu. Ensuite, selon moi, je pense que Deschamps devrait tenter au moins une mi-temps, au moins un match, d'intervertir les postes de N'Golo Kanté et Tolisso, voir ce que Tolisso pourrait donner en 6 s'il a les capacités physiques pour ça. Ça permettrait de laisser beaucoup plus de liberté à Kanté, qui pourrait donc avoir un plus gros volume de jeu puisqu'il aurait un poste beaucoup moins restreint que lorsqu'il joue 6 et ça pourrait apporter quelque chose de différent à l'équipe de France. Ensuite, d'un point de vue défensif, on n'a pas vu grand chose lors de ces matchs de prépa, mais je pense que la sérénité, le sérieux, la concentration de Varane et Kimpembe va être très importante. On sait que Varane peut facilement faire des erreurs, être un petit peu en retard, et là, il n'y aura pas le choix, il n'y aura pas le droit à ce niveau de la compétition. Et enfin, contre la Hongrie, on a vu l'équipe de France en phase défensive avoir une formation en 4-3-3. C'était peut-être juste une erreur de placement de certains joueurs ou une volonté de Didier Deschamps, mais dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. À mon avis, ça laisse trop d'espace et 2 rideaux défensifs, donc une formation en 4-4-2, c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus serein et c'est ce que la majorité des équipes utilisent dans le football et c'est ce que doit suivre l'équipe de France, notamment lorsqu'on sait et lorsqu'on connaît la qualité des joueurs offensifs allemands ou portugais, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo sur l'équipe de France et son entrée en matière pour cet Euro 2021. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu, vous donner un petit peu d'informations et quelques conseils. Maintenant, on attend avec impatience le début de cet Euro. Je vous souhaite à tous une très belle compétition. On se revoit très bientôt bien sûr. N'oubliez pas de me soutenir comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour ça, un petit like sous cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quels sont vos avis sur l'équipe de France. Bien sûr, abonnez-vous avec la cloche, ça m'aide énormément. Et partagez tout ça à tous vos amis, ce serait absolument incroyable. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Cloud, prenez soin de vous et à bientôt.